Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Ngao. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast. Pour cette nouvelle saison, on a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe. Alors il y a Nicolas, Marie, Joël et Mohamed. Merci à vous. On est aujourd'hui dans une salle de l'hôtel Pullman à Bercy et je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe du Pullman. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ngop Nguyen. Salut Ngop, comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi, Linda ? Ça va très bien. Alors Ngop, tu es auteure et écrivaine. Tu as sorti en décembre 2020 ton premier livre intitulé Weird Culture Kids. Alors Weird Culture Kids, c'est un livre qui raconte comment tu as grandi au milieu de plein de cultures différentes. Tu es né à Moscou, de parents vietnamiens, puis tu as grandi à Hanoï et scolarisé dès l'âge de 3 ans au lycée français Alexandre Yersin jusqu'à la seconde. Puis tu poursuis tes études dans le Connecticut aux États-Unis, puis à Washington pour la fac et à Paris pour ton master. Tu es parti à Paris donc du coup en 2015. Tu as travaillé à Paris et cette année tu étais, on va dire, entre Paris et Hanoï, Ho Chi Minh, donc au Vietnam. C'est ça. Donc tu as une éducation riche et mélangée de plusieurs cultures, de différents environnements, beaucoup d'interrogations, dont celle qui revient toujours lorsque tu rencontres des gens pour la première fois et que tu mets un temps à répondre, c'est « Where do you come from ?» D'où est-ce que tu viens ? Ce livre est une quête identitaire qui résonne et fait écho chez de plus en plus de monde à l'ère où l'on grandit dans des cultures qui se croisent. Tu as donné une interview où tu dis en anglais « I realize that this weirdness has always been in reality my superpower », que ton étrangeté est en fait un super pouvoir. Ngop, qu'est-ce que c'est ton super pouvoir et qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce récit personnel Weird Culture Kids ? Oui. Merci beaucoup en tout cas pour de me recevoir, premièrement Linda, et pour cette introduction. Alors la raison pour laquelle j'écris ce livre, déjà il y a eu le Covid l'année dernière et donc pendant le premier confinement je me sentais extrêmement seule et là c'était la première fois en fait où je pouvais pas m'échapper, je pouvais pas me distraire, aller voir d'autres personnes, etc. Et là je me suis vraiment me poser la question qu'est-ce qui se passe avec moi dans le sens où j'ai toujours vécu cette crise identitaire depuis que j'ai quitté le Vietnam. Et, pendant le Vietnam que tu as quitté à l'âge de 16 ans, 15, oui, 15 ans. Ouais, 15 ans. Que j'ai expliqué en fait dans mon livre le fait de grandir donc, entre toutes ces différentes cultures. Donc la culture vietnamienne à la maison avec mes parents. Et la culture française donc à l'école de 8h30 du mat jusqu'à 18h. Donc c'est vraiment quelque chose qui me travaillait beaucoup, mais que à l'époque j'avais pas encore les mots de mettre dessus, de me poser les questions, de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait. Et je pense que c'est à cause de ça aussi que depuis toute petite j'ai toujours gardé un journal intime. Mm-hmm. Qui était parfois en français, parfois en vietnamien. Et plus tard, quand je suis partie aux États-Unis, en c'était en anglais. Et j'ai continué, donc du coup, à écrire en anglais jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'était toutes ces questions qui me travaillaient depuis ma jeunesse, depuis toute petite, que je ne pouvais plus y échapper parce que j'avais plus de distraction, parce que c'était la Covid, c'était le confinement et j'étais à la maison. Que j'ai commencé à écrire et à essayer de trouver des réponses également en faisant des interviews avec des gens, donc dans un premier temps avec des gens que je connaissais. Donc les portraits de ces 10 personnes, tu peux le trouver également dans le livre. Oui, tout à fait. Mais également avec des gens que je connaissais pas du tout, que j'ai rencontrés donc soit via Instagram ou sur Facebook, qu'ils ont partagé avec moi leur histoire également de cette quête d'identité
qui provient en fait de ce déracinement, on va dire. Et voilà. Donc ça, c'est tous les éléments pour lesquels j'ai commencé à écrire. Et puis j'ai pu pitcher donc l'idée de Weird Culture Kids à un professeur à moi aux États-Unis, et qui m'a aidée à trouver en fait une maison d'édition aux États-Unis. Génial. Et puis donc j'ai pu le publier en décembre 2020. Ok, donc ton premier livre, et félicitations, en plus la couverture est super belle. Tu m'avais dit que tu avais choisi la texture et tout, etc. Mais non, super livre. On se retrouve vachement en fait dans ce que tu dis. T'es partagé entre plusieurs cultures. Moi-même, je l'ai été en étant de parents vietnamiens, cambodgiens, en vivant en France avec l'éducation du coup à la française, et en même temps j'ai voyagé dans différents pays. J'ai fait un semestre en Corée du Sud où j'y suis restée pendant 5 mois, puis après j'ai vécu en Asie pendant 8 ans, où j'étais entre Singapour, Hong Kong et Bangkok. Et c'est vrai que t'as tout ce mélange, et à chaque fois qu'on me demandait d'où est-ce que tu viens, et que je disais, ma première réponse était I'm French, je suis française, et en fait il s'avère que non, parce que déjà de faciès mon visage n'est pas français, et donc du coup c'est mais comment ça se fait que t'es française? Non, t'es pas française. Si, enfin, et tu vois, t'es là à te justifier, et donc du coup à retracer un peu tes origines, à dire oui, en fait mes parents sont vietnamiens, mais ils ont quitté le Cambodge parce qu'en fait ils étaient au Cambodge, etc. Donc du coup t'es en train de raconter ta vie au taxi à chaque fois, quoi. Ça m'arrive aussi tout le temps, à chaque fois qu'on me pose la question Where you come from? Et moi je réponds je suis vietnamienne, parce que c'est le seul passeport que j'avais. Mais après je me retrouvais aussi à m'expliquer, tu vois, je suis vietnamienne, mais j'ai été au lycée français pendant toute ma scolarité, ou bien j'ai vécu aux États-Unis pendant 6 ans, etc. Parce que voilà, juste cette identité qui est liée à une culture traditionnelle, à une culture d'un pays, ne suffit plus, je pense, c'est ça. à te définir en tant que personne. Même tes parents sont imprégnés de multiples cultures. Ils sont vietnamiens à l'éducation soviétique, parce qu'en fait ils ont fait leurs études à Moscou, c'est ça, qui ont grandi, et qui ont eux-mêmes des parents qui ont grandi dans un système français. Donc ça, c'était grands-parents. Système français qui a été imposé du coup par le fait de colonisation française en Indochine. Il y a une scène qui me marque lorsque tu demandes un peu à ta maman, tu te retrouves avec ta maman avec ses poupées russes, et c'est rigolo parce que moi je connaissais pas les poupées russes. T'as rien manqué. Et est-ce que tes parents t'ont transmis de leur éducation ou de leur vie en Russie quand tu as grandi au Vietnam, dans un système français, parce que tu étais à l'école française? En fait ils ont essayé, ça c'est sûr, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi, clairement, parce que j'ai été scolarisée donc dans un établissement français depuis l'âge de 3 ans, et donc du coup je m'identifie énormément donc à tout ce qui est à cette culture occidentale, cette culture française, et de tout ce que j'ai appris en fait à l'école par rapport au système soviétique à l'époque, ensuite russe aujourd'hui. Ça allait en fait, ce système allait en opposition avec mes croyances, avec ce qu'on m'a éduqué depuis un très jeune âge, tu vois. Donc je pense qu'ils ont vraiment essayé au début par rapport un peu avec la bouffe, tu sais, ils me faisaient des boches, c'est une soupe pas très bonne russe, je sais pas de quoi elle est faite, mais en tout cas oui, donc à travers la culture, ils ont essayé aussi de me parler, en fait ils m'ont appris quelques mots en russe que j'ai pas retenu, que tu voulais pas retenir, que je voulais pas retenir surtout, et voilà, donc je pense qu'ils ont vraiment essayé. Et là en fait, en grandissant, donc là aux États-Unis, j'ai fait des études de sciences politiques, donc quand je rentre à la maison, on parle beaucoup de politique à la maison, et bien sûr on consomme des médias très différents. Moi je consomme tout ce qui est en anglais, français et espagnol, parce que je parle espagnol, et un petit peu vietnamien quand je rentre à la maison, alors que eux, vu qu'ils ne parlent que vietnamien et russe, et ils consomment juste les médias vietnamiens et russes. Donc tu vois la divergence, en fait la différence entre les médias qu'on consomme, et donc par conséquent nos croyances, nos principes, nos valeurs sont différents.
Sont différents, ouais. Donc, ils ont essayé pour répondre à ta question, mais ils n'ont pas réussi. Ok. Désolée, papa, maman. Est-ce qu'il y a des débats houleux à table avec un système de croyance qui est occidentalisé comme français-américain et un système de croyance qui est un peu plus soviétique, communiste? Ouais. Ah oui, ça arrive tout le temps. Quel genre de débat tu peux avoir avec tes parents à table? On parle de tout. En vrai, par exemple, donc, on parle beaucoup de la politique. Ouais. Donc, malheureusement. Mais d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue sociétal, tu vois. C'est-à-dire, pour eux, en fait, ils me trouvent trop égoïste. Qu'aux États-Unis, même... en France, je pense qu'à moi, je ne pense pas à la communauté, alors que eux, c'est vraiment la communauté, ce que pensent les autres, ce qu'ont besoin les autres, c'est les autres avant soi, alors que moi, comment j'ai été élevée, c'est un peu le contraire, tu vois, c'est ce que j'ai envie de faire et je vais le faire quand même. Et voilà, donc on a vraiment ce clash et ça se voit vraiment tous les jours. Ouais. Et puis voilà. Mais ils arrivent quand même à te comprendre, enfin à comprendre comment tu penses. Ou est-ce que c'est... Je pense que d'un point de vue intellectuel, oui, ils comprennent. Tu vois, ils comprennent tout à fait que j'ai été élevée dans un autre système qu'eux. Mais après, en tant qu'humain, on va dire, en tant que leur fille, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, par exemple, pour eux, et je sais pas si c'est très lié à la culture, ça, mais je pense que oui, en tout cas, à cette époque-là, quand eux, ils sont partis en Russie pour faire pour poursuivre leurs études. Dans leur tête, c'est que automatiquement à la fin des études, ils vont rentrer au Vietnam pour reconstruire le pays, pour participer à sa reconstruction, etc. Alors que eux, quand ils m'ont mis en fait dans tous ces systèmes internationaux, donc à l'école française, ensuite aux États-Unis, et pour eux, ils attendaient également que je revienne directement à la maison, enfin au Vietnam du coup. Dès que j'aurais reçu mes diplômes, alors que c'était pas le cas pour moi. C'était le cas pour mon grand frère du coup, parce que j'ai un grand frère, mais c'était pas le cas pour moi. Et ça, par exemple, pareil, ils me disent que oui, tu es trop individualiste. Le Vietnam t'a donné tout ça, et là tu t'en vas. Avec toutes ces connaissances, etc. Alors que tu peux très bien utiliser toute cette connaissance et revenir au Vietnam et essayer de construire un pays qui te ressemble, tu vois. Parce que beaucoup de fois, je dis qu'en fait, la société au Vietnam ne me correspond pas parce qu'elle est trop homogène pour moi. Par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je préfère vivre. Et voilà, c'est leur argument de dire, oui, si les gens comme toi veulent pas changer les choses, veulent pas rentrer au Vietnam pour pour changer les choses, et ça va jamais changer. Et j'ai beaucoup résisté à cet argument, mais finalement cette année, j'ai pris la décision de retourner au Vietnam, d'essayer 1 ou 2 ans déjà pour voir si je peux déjà changer les choses, ou si je peux me retrouver dans cette société. Du coup, ils doivent être ravis, tes parents. Ah oui. Alors, Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Dans quelle mesure tu te sens liée et attachée à l'Asie ? Je me sens extrêmement liée à l'Asie. De un, parce que toute ma famille y habite. Et je rentre très régulièrement pour les vacances, etc. Et là, jusqu'à récemment, je dois me projeter un peu de l'idée d'y retourner. Mais non, je me sens extrêmement liée à l'Asie aussi parce que physiquement, je me sens très asiatique. Je me sens très asiatique et très vietnamienne. Surtout vietnamienne du coup, par rapport à ma préférence de bouffe et surtout par rapport à ma préférence de bouffe, mais aussi par rapport à mes habitudes, par exemple, tu sais, qui restent asiatiques, je dirais, que j'ai décrit dans le livre, par exemple le fait d'enlever mes chaussures quand je rentre à la maison. C'est super. Non mais ça c'est super drôle ce passage-là parce que ta maman te dit faut tout le temps enlever tes chaussures, c'est vraiment un manque de respect pour de ramener en fait la poussière de dehors dans la maison. Et quand tu allais chez tes amis français qui habitent au Vietnam en fait, parce que c'était et que les parents de tes amis disaient non, n'enlève surtout pas tes chaussures. Et toi t'étais là, mais est-ce que je suis une mauvaise enfant, est-ce que je suis une bonne enfant, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai trouvé ce passage trop marrant parce que t'es là et t'es face à 2 systèmes de croyances qui sont complètement différents
Ouais. Et surtout par rapport à ça, tu sais, parce que je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait peur souvent, et je sais pas si c'est vietnamien ou c'est asiatique, mais tout le temps avec des fantômes, tu sais. Ah, le fantôme va venir te chercher, il est juste là, etc. Alors que mes amis français, ils ont jamais eu de fantôme ils ont jamais vu de fantôme dans leur vie, tu vois. Donc, oui, mais justement, elle me faisait grave peur avec ça. Elle me fait, oui, si t'enlèves pas les chaussures, et ben, les fantômes vont venir te chercher, etc. Et puis, bah, j'ai pas enlevé mes chaussures ce jour-là. Et je me suis dit, ah non, je vais avoir des fantômes qui vont venir me chercher. Mais j'avais 6 ans en plus, j'étais toute petite. J'étais trop triste. Du coup, tu as grandi à Hanoï et tu as quitté cette ville pour aller vivre aux États-Unis. Comment est-ce que tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant et manqué du Vietnam? Ok. Parce qu'en plus, c'était en plein dans ton adolescence. Tu avais 15 ans. Oui, j'avais 15 ans quand j'ai quitté Hanoï. Et j'adorais ma vie à Hanoï. J'adorais ma vie à Hanoï parce que j'avais le droit à tout. Tu sais, je grandissais et à ce moment-là, j'étais pas encore consciente. Mais je grandissais avec des enfants d'expat. Donc, du coup, on avait le droit de tout faire. On pouvait sortir, on pouvait boire, etc. T'as tout ce monde pour les jeunes. Ouais, c'est vrai. Des jeunes expats. Des jeunes expats. Mais moi, c'est ce que j'avais remarqué. À un moment donné, j'étais partie à Ho Chi Minh quand j'avais l'âge de 16-17 ans et c'était la première fois que j'étais confrontée à un milieu expat jeune, la jeunesse expat, et je me suis dit ah ouais, ils font plus de choses que nous en France, que moi en France, quoi. Donc du coup j'étais là, je fais mais c'est bien d'être enfant d'expat. Oui, c'est clair. Mais ouais, donc du coup j'ai grandi dans ça, tu vois, je pouvais sortir, je faisais vraiment un peu ce que je voulais. Pour une adolescente, j'avais énormément de liberté. Et ensuite, du jour au lendemain, je suis arrivée aux États-Unis. Et donc, tout ce qui est, tu sais, tu pouvais pas sortir, tu sors pas en boîte, tu pouvais rien faire. Tu vivais où? Je vivais à l'école, dans l'internat, au Connecticut, du coup. Donc déjà, le passage d'une grande ville comme Hanoï à Connecticut, quoi, tu vois, t'as vraiment rien du tout. J'habitais dans un petit village et à chaque fois qu'on voyait passer une voiture, on était trop contents. Donc comme il y a une voiture qui passe, c'est trop bien, il y a des gens qui habitent pas trop loin de nous, t'sais. Mais donc du coup, énorme changement. Ouais. Ça de 1, ensuite en termes d'activité, ce que j'ai pu faire, ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais le droit de plus rien faire, quoi, en gros. Ouais. Et je m'en rappelle, j'ai eu des conversations avec même des professeurs à l'école, quand je leur disais, en fait, on me disait, it's a free world, mais il n'y a rien qui est free ici, je peux rien faire, je dois me coucher à 10h30, j'avais plus d'électricité, j'avais pas le droit de téléphone, c'était vraiment un internat très, très à la militaire, très strict. Donc, énorme changement. Et puis là, en écrivant le livre, en fait, je me suis rendu compte. Donc, en gros, quand j'étais à l'internat pendant les 2 années, j'étais vraiment en dépression, j'étais pas bien. J'avais une psychologue qui me suivait, donc ça, c'est une expérience très très américaine, je pense, d'avoir une shrink, tu vois, qui m'a beaucoup aidée. Mais c'est vraiment qu'en écrivant Weird Culture Kids l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que j'étais tellement mal quand j'étais là-bas, les 2 premières années. C'était pas forcément parce que je pouvais pas, il y avait ce côté-là que je pouvais pas sortir, faire la fête avec des potes, fumer. Mais c'est une rupture qui est brutale, énorme. En fait. Ouais. Mais aussi, il y avait ce côté où, du jour au lendemain, en fait, je devenais juste l'étudiante vietnamienne à l'école. Tu vois, j'ai perdu complètement ce côté français alors que j'ai grandi et j'avais des amis comme moi qui sont vietnamiens, qui étaient scolarisés dans un système français et avec qui je partageais énormément de choses. Tu vois, on écoutait Laurie, L5, tout ce que tu veux. On se sentait extrêmement française. Mais en dehors de ce monde à l'école, personne ne nous reconnaissait comme français. Tu vois. Ouais, bah ouais. Et donc, et quand je suis arrivée au Connecticut, j'étais juste la vietnamienne. La vietnamienne, mais... Et du coup, t'étais un peu une étrangeté parce que t'étais la vietnamienne, mais avec des références françaises. Oui, mais en plus, il y avait une expérience que j'ai décrite dans le livre et qui reste avec moi jusqu'à aujourd'hui, tu vois. C'était dans un cours d'histoire et mon prof me posait une question. Alors, dis-nous ce que t'en penses par rapport à the Vietnam War, tu vois. La guerre du Vietnam. Ouais, la guerre du Vietnam. Et je suis comme j'ai aucune idée. On m'a jamais appris. On m'a jamais appris. À la maison, on n'en parle pas. Et même, par exemple, avec ma grand-mère qui a vécu la guerre,
elle me parle pas de cette guerre avec des faits historiques. Elle me parle comme son expérience. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait. Donc, j'ai pas toutes ces dates à donner. Tu vois, j'ai pas ces faits à donner et à mes autres. Tu te sentais pas légitime parce que t'avais pas zéro, pas du tout, mais parce que j'avais pas de réponse, tu vois, à ça. Et je me rappelle la seule chose que je lui ai dit, c'était qu'au Vietnam, on n'appelait pas ça the Vietnam War, mais on l'appelait the American War parce qu'on l'a jamais commencé cette guerre, tu vois. Et c'était le seul fait que je savais sur cette guerre, parce que vraiment, même à l'école française, on n'était pas encore arrivé à là. On était, je pense, à la Révolution française, je pense quand j'étais partie. Donc du coup, j'avais aucune référence, tu vois, et voilà. Et même là-bas, j'avais 2 ou 3 amis vietnamiens, donc qui eux ont été scolarisés dans des écoles vietnamiennes au Vietnam. Et qui sont devenus un peu mes points de référence, tu vois. À chaque fois, je les voyais et je leur posais plein de questions comme si j'étais touriste, tu vois. Genre, oui, donc c'est quoi? Tu peux pas me donner des faits pour que je puisse raconter un peu en cours? Et avec beaucoup d'introspection, tu vois, je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'essayais vraiment d'être vietnamienne. La vietnamienne. Que mes parents, ils ont voulu que je sois, tu vois, mais qu'au final, en fait, ils m'ont mis dans un système français. Du coup, ils sont un peu avec beaucoup... Enfin, ils regrettent un peu, j'imagine, mais ouais, donc j'essayais en fait d'avoir cette nouvelle identité qu'on m'imposait dessus, alors que c'était pas moi, tu vois. Ouais, je pense que c'est quelque chose que peut-être j'ai ressenti aussi, parce que quand je disais que j'étais française en Asie, bah tout de suite ils te posent des questions sur la France, sur des faits, sur des trucs un peu historiques, sur enfin tu vois, des trucs très très français. Et je le dis dans mon blog, en fait, je dis moi je disais que j'étais française et on me parlait du cinéma, de l'architecture, de la Tour Eiffel, et des choses comme ça, alors que moi le fait d'être française, moi j'étais dans ma famille et je mangeais du riz avec du Maggi et je mangeais des mama noodles et tu vois, des mégots, et voilà, tu vois, j'avais pas de point de référence d'être une française, et j'avais l'impression d'être une imposture, en fait. Genre que je suis française mais je connais rien à la France. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens justement qui ressentent ça, tu vois, parce que encore une fois cette identité qui est purement basée sur un pays, un territoire, tu vois, une culture traditionnelle, on va dire, elle ne nous correspond plus. Tu vois, parce que le monde devient de plus en plus globalisé. Je pense que même une personne qui se sente extrêmement française, elle pourra même pas dire juste je suis français sans l'explication derrière, tu vois, parce que ça se trouve qu'ils ont grandi avec beaucoup de films Hollywood, avec des voyages, avec la nourriture, avec tout ce que tu veux, qui fait qu'on est tous, à mon avis, très mélangés, en tout cas notre génération, très mélangés, tu vois, en termes de culture. Ouais. Tu parles dans ton livre que le fait d'écrire t'a beaucoup aidé à te retrouver, à t'échapper aussi un peu peut-être. Comment ça se fait que tu as commencé à écrire, et pourquoi c'est un échappatoire, en fait, l'écriture? Je sais que j'ai commencé à écrire depuis très jeune. J'ai toujours, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un journal intime. Parce que je pense qu'en grandissant, je maîtrisais ni le français ni le vietnamien. Donc du coup, il fallait que à chaque fois que j'écrive, en fait, je me rappelle, avant de dire quelque chose, j'aime bien écrire déjà toutes mes pensées et ensuite le répéter devant un miroir ou quoi, même juste pour parler à mes parents ou des amis ou en classe. Donc ça m'a toujours vraiment aidée, parce que je pense qu'une fois que tu écris quelque chose sur une feuille de papier, tu vois, tu as un peu ce que tu veux exprimer, ton message, ça devient très concret, tu vois. Et donc du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidée à m'exprimer. Parce que j'avais vraiment du mal à m'exprimer oralement, j'avais pas le vocabulaire, soit je connaissais le mot en français mais je connaissais pas le mot en vietnamien. Donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai toujours gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'écris uniquement en anglais. Parce que je pense que j'ai trouvé en fait cette langue qui me correspond. Parce que j'ai pas la même relation émotionnelle, je pense, avec l'anglais. Avec le français? Avec l'anglais. Avec l'anglais, ouais. Parce que je pense qu'en fait, et le français et le vietnamien, par exemple, j'ai toujours du mal, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, en fait, par exemple, avec le français, on m'a enseigné cette langue à l'école. Et disons que le système français n'est pas connu pour faire beaucoup de renforcement positif, tu vois. C'est-à-dire que, à mon avis, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si je le compare à l'anglais, ok?
l'anglais, je trouve, c'est une langue qui est beaucoup plus indulgente, tu vois. En tout cas aux États-Unis, quand je parle anglais, tout le monde a un accent, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave, tu vois. Et du moment où tu fais passer ton message et que les autres comprennent que t'as faim, que t'as froid, etc., c'est enough, c'est assez, tu vois. Alors qu'en français, en grandissant, bon après c'est peut-être que parce que j'ai appris le français quand j'étais toute petite, que voilà, parfois quand j'arrive pas à conjuguer un verbe en subjonctif, c'est la fin du monde, tu vois. Ou quand j'ai mal prononcé un mot, c'est pas bien, t'as pas le bon accent, t'as pas un accent français, tu vois. T'as une manière, en fait, à mon avis, ça c'est mon interprétation, c'est que quand tu parles français, tu dois avoir un certain accent, tu vois, tu dois bien parler le français, ça fait tout d'un coup très poche, tu vois. Alors que l'anglais, en tout cas aux États-Unis, moi je suis arrivée avec un accent en anglais, un accent français en parlant anglais, et personne rigolait de moi, enfin tu vois, c'était très normal. Ah ok, tu viens du Vietnam, ok, l'accent de là-bas il est comme ça, et on te comprend, ok, t'as faim, enfin tu vois. Et c'est une langue, à mon avis, très indulgente, Ouverte, ouais. Et donc du coup j'ai continué à écrire en anglais, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre en anglais. Et pas en français du coup, parce que je pense aussi que j'ai plus le niveau à l'écriture, mais voilà. Ok. C'est aussi un livre sociologique et sociétal. Par exemple, tu parles de 2 systèmes d'éducation, la France et les États-Unis, le système éducatif, qui sont très différents. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Oui, absolument. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est donc j'étais au lycée français, à l'école française, de mes 3 ans jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, donc à la seconde, je suis partie, et c'est à ce moment-là où je suis partie dans un système américain que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que donc déjà tout à l'heure on parlait du renforcement positif. Je pense que par exemple aux États-Unis, à chaque fois quand tu passes un test ou un examen, les professeurs ils ont plus tendance à t'encourager plus, tu vois, à dire que oui, regarde, t'as eu je sais pas 90% sur 90% sur un test, et t'as très bien fait A B C D E, tu vois, t'as très bien fait ces points, et ils t'essayent pas de dire oui mais t'as vraiment merdé là, tu vois. Alors que de mon expérience dans le système français, c'était un peu l'inverse, tu vois, c'était beaucoup plus, même quand j'avais des 16 ou des 17 sur 20, pointer les erreurs. Oui, c'était plutôt oui, t'as fait une erreur ici, il faut que t'améliores ici. C'était beaucoup plus sain, tu vois, que à mon avis me correspondait moins. Aussi un autre point par rapport à ces 2 systèmes, je pense que le système aux États-Unis par exemple, je peux te dire presque d'une manière scientifique, tu vois, comment est-ce que je peux obtenir un 100% sur un examen, tu vois. Je sais exactement ce que les professeurs attendent de moi. Alors que dans le système français, et j'étais assez bonne élève à mon avis, tu vois, j'avais des 16 et des 17, tu vois. Et à chaque fois quand je rentrais à la maison, mes parents ils étaient comme genre mais je comprends pas, pourquoi t'arrives pas à avoir un 20 sur 20, tu vois. Et j'essayais de leur expliquer, papa, maman, pour avoir un 20 sur 20 tu dois être Albert Camus, tu vois, tu dois être next level, tu vois. Mais ils comprenaient pas ça, tu vois. Et je pense aussi que c'est en tout cas après je sais pas si tu partages le même sentiment, mais dans le système français en tout cas pour avoir un 20 sur 20 en moyenne, enfin c'est impossible, tu vois, parce que et c'est vraiment la perfection, quoi. Et c'est impossible à atteindre. Oui, effectivement. C'est impossible à l'atteindre, et tu sais même pas comment l'atteindre en fait, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, tu sais, genre si tu travailles très 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 dur, tu sais ton matériel, tu vas l'avoir, tu vois. Donc il y a ça aussi comme différence. Et puis un troisième point, c'est que par exemple quand j'étais à l'école française, j'avais les cours avec ceux de ma classe, donc la 5e, la 4e, la 3e, avec ceux, en fait, on a tous le même âge, à peu près, tu vois, alors qu'aux États-Unis, pour choisir tes cours, tu passes un test, et ils te mettent dans le niveau qui te correspond, tu vois. Donc et tu peux avoir des gens d'âge différents. C'est ça, ça. Donc, par exemple, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pris le français parce que c'était un easy class, tu vois, et j'étais avec les terminales, tu vois. Et alors qu'en maths, j'étais un peu moins forte, par exemple, tu vois. Donc, du coup, tu rencontres beaucoup plus de gens, et voilà, t'as plus d'autonomie lorsque tu choisis en fait tes cours. Et ça, j'ai adoré aussi dans le système américain. C'est plus flexible en fait. C'est plus flexible et c'est plus personnalisé. Tu vois. C'est ça me correspondait plus en tout cas. Et puis voilà.
Ok. Je sais pas si tu l'as vu, la série Save the Last Dance avec Michael Jordan. Non, je l'ai pas vu. Mais j'ai remarqué quelque chose en fait dans cette série. Donc il retrace le parcours de vie de Michael Jordan. Et en fait tu vois à quel point c'était un performeur, tu vois. Qu'il s'est donné, qu'il était tout le temps en mode ouais je veux reach, tu vois, genre le truc ultime et tout ça, et toujours faire mieux et tout ça, tu vois, genre vraiment c'était un bosseur de fou. Et il motivait toute son équipe pour ça et tout. Et parfois il pouvait être vraiment horrible en fait avec ses coéquipiers parce qu'en fait tout ce qu'il voulait c'était la performance et mener tout le monde vers ça, tu vois. Et la réflexion que je me suis faite et dont j'ai parlé avec quelques de mes amis, c'est que si tu avais eu ce Michael Jordan en France, je pense qu'il aurait été détesté. Ah oui, c'est sûr. Mais tu vois, et pourquoi en fait en France on a du mal avec atteindre un objectif de performeur et pas aux États-Unis. Ouais. Bah après je pense que c'est dans la culture, non? C'est très ouais. Toi qui as vécu un peu les deux, je sais pas si tu as déjà travaillé, tu as déjà travaillé en France. Je sais pas si tu as déjà travaillé aux États-Unis, j'ai fait un stage, mais ouais. Est-ce que tu après je pense que c'est très dans la culture, tu vois, de grandir aux États-Unis, c'est vraiment dans ce que tu dis, dans la motivation, dans l'inspiration, tu vois. Alors qu'en France, c'est clair, c'est pas forcément le même, mais je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je sais pas pourquoi. C'est comme quand on dit quand on parle de salaire aux États-Unis, c'est ok en fait, tu vois, genre les gens quand tu vas dire ton salaire ils vont dire ah ouais c'est bien ce que tu fais et tout machin, alors que quand tu parles de salaire en France, en fait faut justement pas en parler, c'est tabou parce qu'en fait ça va attiser des jalousies et que c'est pas bien en fait. Et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en France, tu peux pas en parler? Parce que moi, j'en parle. J'en parle et d'ailleurs, fun story, j'en parlais parce qu'en fait, dans l'une de mes boîtes, en fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que qu'une autre fille ne gagnait pas autant que moi, parce que alors qu'on faisait exactement le même poste, tu vois. Donc j'en parlais et puis après là, j'ai compris que en fait, en France, t'as des grilles, donc tout dépend. Je sais pas si tu sais ça, mais tout dépend de quelle école tu viens. Et t'as une grille. Et que les gens acceptent ça. Enfin, moi, je trouve ça un peu fou, tu vois, alors que littéralement, elle et moi, on fait le même job. Elle travaille 10 000 fois plus dur que moi. Et juste par rapport à l'école, tu vas être mieux payée. Ouais. Et je comprends pas pourquoi est-ce que les gens acceptent ça, même, tu vois. Je me rappelle que quand j'étais en train de choisir mes écoles de commerce à l'époque, c'était, justement, on avait cette grille-là et on se disait, mais quelle école on va choisir pour être payé tant? En fait, tu faisais ton choix par rapport à l'école pour avoir une expectation sur ton salaire, quoi. D'ailleurs, on parle de ces différences dans le système éducatif français américain. Est-ce que tu peux nous parler un peu des dates? Parce que tu vois, genre moi j'ai grandi en France et tout ça, et j'ai compris, j'ai touché ce truc de dating quand j'habitais à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong il y avait beaucoup d'asiatiques qui venaient des États-Unis, et donc du coup j'ai fait un date et j'avais trop peur, mais le date pour moi c'était trop genre formel en fait. C'est genre donc tu vois, genre je croise quelqu'un et genre je lui plais et il me dit viens, on mange ensemble et c'est une date, et donc du coup, et quand j'ai mangé avec cette personne là, j'avais l'impression d'être en entretien, tu vois. genre c'était moi j'adore les dates. C'était genre quelle école t'as fait, qu'est-ce que tes parents ils ont fait, machin, c'est quoi tes activités, tu sais, c'est comme si t'étais en entretien professionnel, mais c'est semi-pro perso, chelou, quoi. C'est quoi un peu en fait, ton expérience aux États-Unis et en France? Alors aux États-Unis, et que j'adore, tu vois, justement ce système de date, tu vois, parce que je pense qu'au moins après c'est clair. Tu vois, c'est clair, ok, genre il me plaît, je lui plais, viens, on se date, on va dîner ensemble, on apprend à se connaître, tu vois. Bon, après on peut parler de tout, on peut parler du climat, de tout ce que tu veux, tu vois. Donc bien sûr t'es dans quelle école, donc on passe tous par là, mais au moins après c'est clair, tu sais, parce que t'as vraiment aussi aux États-Unis ce hook-up culture, tu vois, où tu vas en boîte, quelqu'un te plaît, ok, il se passe des trucs et puis voilà.
tu vois. Mais normalement, en fait, si t'es dans le hook-up, et bah, tu rentres pas dans les dates, tu vois, parce que les hook-up, c'est pas sérieux, tu vois. C'est genre, les dates, c'est sérieux, c'est quelqu'un que tu vas présenter à ta famille, tu vois, etc. Alors qu'un hook-up, voilà, c'est juste, t'es trop bourré un soir, ça compte pas, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce système, tu vois, parce qu'au moins, genre, le soir, je dors bien, tu vois, t'es genre, ok, le mec, il m'a pas demandé de dater, bon, c'est pas grave, tu vois, on passe à autre chose, ou vice-versa, tu vois. Au moins, t'es clair dans ta tête. C'est ça, tu te poses pas 3000 questions, genre, oui, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il va me texter, enfin, non, tu vois, c'est juste que, ok, si t'as pas demandé de sortir boire un verre ou dîner, bah, c'est mort, tu vois, c'est pas grave. Alors qu'en France, j'ai rien compris à ce truc quand je suis arrivée. Alors que, après, en même temps, quand j'étais dans le système français, là, j'étais toute jeune, tu vois. Donc, on était genre un petit groupe, et puis voilà, genre ça se fait naturellement, comme tu le dis, dans des soirées d'expat, etc. Et là, tu commences à sortir avec la personne. Mais en arrivant en France, j'ai trouvé ça pas clair du tout. Tu vois, c'est juste, oui, ok, tu rencontres quelqu'un, ah ouais, on a bien parlé, mais est-ce qu'on s'entend bien, genre en tant que pote, ou en tant que... Tu sais, parce qu'en plus, en France, t'as aussi cette... tu vois, quand tu commences à vraiment t'entendre bien avec quelqu'un, t'as genre t'as une proximité, tu vois, alors qu'aux États-Unis, quand même, tu vois, genre quand t'es très friendly, mais jusqu'à un moment, c'est ok, genre, on est friendly, on n'est pas friends, tu vois. Alors qu'en France, je pense que quand t'es friendly, et bah, tu peux être friends, tu vois. Et là, c'est à ce moment-là que je comprends pas, tu vois. T'es genre, ok, t'es friendly, mais on va être friends, ou on va être plus que friends, ou genre, tu me textes pas. C'est pas clair, tu vois. Genre, tu me demandes pas de sortir dîner avec toi. Et je sais qu'en fait, à un moment donné, quand je disais justement à un mec, tu vois, de sortir dîner avec moi, c'était genre, ah, attends, mais... donc, du coup, lui, il a pas compris, tu vois. Genre, est-ce qu'on est potes? Est-ce qu'on n'est pas potes? Et enfin bref, donc voilà, donc je suis toujours dans cette phase d'exploration. Heureusement, je quitte bientôt la France. Et c'est comment d'ailleurs au Vietnam? Parce que là, tu vas y vivre. Donc du coup, Vietnam, c'est encore un autre système. Ah oui, c'est un autre système que je connais pas du tout d'ailleurs, mais que j'ai trop hâte de découvrir là bientôt. En gros, donc là, tu sais, en mars, je suis rentrée au Vietnam et pareil, je posais la question à tous mes amis un peu qui sont là-bas. Et je leur disais, oui, donc au Vietnam, est-ce que c'est date? Genre, viens, on sort, on dîne ensemble, ou comment ça se passe, tu vois? Et surtout avec la Covid, là, tu peux plus faire de soirée, etc. Oui. Et là, il me dit, ah non, au Vietnam, déjà, si tu repères une personne et que cette personne te plaît, tu l'ajoutes sur Facebook. Ensuite, tu vas liker toutes ses photos, tu vas mettre 1 ou 2 commentaires et tu vois si la personne te répond. Si elle te répond, c'est que oui, c'est bon, t'as une chance, tu vois. Ah ouais. Alors, j'ai passé 3 mois au Vietnam, personne n'a liké mes photos. Personne n'a mis de commentaires, donc c'est un peu triste, mais c'est pas grave. Après, je pense que ce truc-là de liker les photos, des commentaires et tout, c'est un peu avec la nouvelle ère des réseaux sociaux. Maintenant, c'est je pour pense les plus jeunes. Oui, voilà, les jeunes, maintenant, ils font ça, ils like. Ah, ok. C'est triste, Bon, alors, la France, c'est aujourd'hui le pays dans lequel tu vis. Donc, tu vas la quitter dans pas longtemps. À l'âge de 12 ans, tu fais la découverte de cette culture quand tu voyages à Malmont, en Lozère. Yes. Et tu fais tout un listing de tout ce que tu as découvert chez les Français. C'est la bise, 2 ou 3 bises. Ça, j'ai toujours pas compris. Moi, je sais pas non plus. Parfois, il y en a qui en font 4 aussi. Je sais pas, tu vois. T'as aussi ce truc-là où tu as découvert toute cette palette de fromages différents. Le fait la comparaison de se resservir en fait à table, en fait dans les familles vietnamiennes, les parents, enfin les gens te resservent et si tu dis non, c'est comme si c'était que la bouffe était pas bonne, alors que en France, si tu te resserres pas, enfin c'est ok quoi, enfin les gens disent que tu as assez mangé. Le fait que les Français n'aiment pas le sucre ou les bonbons, ils veulent limiter aux enfants. Les femmes qui conduisent des voitures, ça t'avait... et même jusqu'aujourd'hui, tu sais, c'est toujours... je ne conduis pas, mais ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir le permis, parce que j'ai envie de prouver à mes parents que moi aussi je peux l'avoir. Tu vois, mais, 10 ans, c'est long. Ouais, c'est long. Mais je pense que je l'aurai jamais, en vrai. Parce qu'en fait, les femmes ne conduisent pas au Vietnam. Bon, là, c'est en train de changer. Là, ça a changé. Les merguez. Ah ouais, trop bon. Mais tu sais que moi, quand j'habitais en Asie, ce qui me faisait kiffer quand je rentrais en France, c'était genre manger un couscous. Parce que je savais qu'il y avait des merguez. Trop bon.
T'as les lacs aussi, les lacs où tu dis que les lacs en France, ils sont vraiment translucides, où ils sont où vraiment en Lozère en tout cas, tu vois. En Lozère, ouais. Alors qu'au Vietnam, c'est pas forcément. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu ne fais absolument pas ça. Tu ne baignes pas dans un lac. Tu parles aussi de ton rapport à la salade en entrée. Ouais. Pas bon. Ouais, pas du tout. Et ça, c'est très français en fait de manger une salade en entrée. Voilà. Et ça m'a trop fait rire. C'est les pique-niques et les balades. C'est comme une activité en France et pas une perte de temps. Parce que au Vietnam, en Asie, le fait de se balader ou de pique-niquer, c'est quoi ? Bah tu fais pas ça en fait. Je sais pas quand tu étais en Asie, est-ce que tu faisais ça ? Ouais. Par exemple, tu sais, mes parents, si je leur parle, tu vois, bon, là, j'ai commencé à faire un peu de pique-nique, un peu de camping et tout ça, tu vois. Mais je sais que la première fois, quand je parlais à mes parents, je vais faire du camping, tu vois, mon père était comme, mais t'as pas de lit ? Genre, pourquoi est-ce que tu veux dormir par terre alors que tu as un lit, tu vois ? Et c'est un concept qu'il ne comprend absolument pas, tu vois. Et que je comprends, j'imagine, parce qu'il a grandi, il n'avait peut-être pas de lit quand il grandissait, et puis là, vu qu'il peut se permettre, tu vois, genre, il comprend pas pourquoi est-ce qu'il va revenir en arrière et dormir par terre, tu vois. Mais oui, c'est pas une activité parce que, en tout cas, moi, j'ai pas grandi comme ça. En tout cas, tu vois, j'étais vraiment dans la grande ville, où tu marches pas parce qu'il fait trop chaud. Et tu te poses pas par terre. T'as pas vraiment de parc, tu vois. Donc, c'était un nouveau concept pour moi. C'était intéressant de voir que les gens vraiment, que en tout cas les parents de mes amis, et même mes amis aussi à l'époque, ils adoraient faire ça, tu vois. Et moi, j'étais comme, mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut pas juste rester à la maison, lire un livre ? C'est drôle. Mais c'est comme le fait de... Enfin, moi, je le vis, je l'ai vécu à Bangkok ou même à Ho Chi Minh quand j'y allais. C'est personne ne marche, en fait. Si tu veux te déplacer d'un point A ou d'un point B, tu prends un scooter, tu prends un taxi, mais personne ne marche. En Asie, c'est pas un concept qui est intégré, quoi. Non, pas du tout. En Asie, en tout cas au Vietnam. Mais parce que aussi il fait trop chaud, tu vois. Ouais, c'est ça. Il fait trop chaud, et quelque chose que j'ai remarqué en revenant au Vietnam là, c'est qu'il y a pas de trottoir. Tu sais, t'as que des routes. Donc, c'est ça. Et puis même quand t'as des trottoirs aujourd'hui, t'as tous les scooters qui vont sur les trottoirs en mode c'est comme la route. Donc en fait, c'est pour ça que personne ne marche. Alors aujourd'hui, donc quand tu parlais de tout ça, t'avais 12 ans. Et aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, est-ce qu'il y a encore des choses que tu remarques qui sont différentes entre le Vietnam et la France ? Toi qui es retourné au Vietnam là au mois de mars, tu viens d'en revenir. Qu'est-ce que tu vois quelles sont tes observations sur l'évolution du Vietnam aujourd'hui par rapport à avant ? Par rapport à avant, donc c'est une question très très intéressante. Donc par rapport à l'évolution, le Vietnam, je pense, a énormément évolué au cours de ces 10-15 dernières années, tu vois. C'est une des plus fortes croissances économiques mondiales. Et même moi là, quand je rentre au Vietnam, tu vois, je redécouvre le pays également, parce que c'était pas le Vietnam que j'avais en tête il y a 15 ans, tu vois. Le Vietnam que j'ai quitté il y a 15 ans, il y avait, à Hanoï en tout cas, il y avait 2 boîtes de nuit. Là, il y en a 57, tu vois. Donc il y a eu vraiment un boom. Mais attends, est-ce que c'est les changements culturels, tu veux dire, qui... Ouais, que ce soit des changements culturels ou des changements en termes d'environnement, de ce que tu veux voir dans la jeunesse d'aujourd'hui, etc. Là, par exemple, juste en termes de mode de vie, tu vois, d'environnement, je pense. Et là, je compare vraiment, genre, par exemple, la vie hanoïenne et la vie parisienne. Quelque chose que j'ai remarqué, comment j'ai changé. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment lié au mode de vie dans lequel je vis. Mais par exemple, avant à Hanoï, et toujours aujourd'hui, la culture, c'est très genre, par exemple, un samedi après-midi, t'as rien à faire, t'appelles ta copine, viens, on va prendre un café, ok, tu vois. Alors que à Paris, j'ai jamais fait ça, tu vois. C'est-à-dire que je vais toujours planifier, je sais, dans trois samedis à 17h, je vais être ici. Enfin, je sais déjà, je planifie déjà tout, parce que tout le monde est busy, tout le monde a des trucs à faire, etc. Donc ça, comment tu dis ça, spontanéité ? Ouais, la spontanéité. Ouais, la spontanéité que j'avais, par exemple, au Vietnam, ça existe pas dans ma vie ici. Tu vois, et je sais pas si c'est un cas personnel ou si c'est un peu c'est par rapport au mode de vie, tu vois. Il y a ça, et puis après t'as un peu les clichés, mais que je pense sont liés, sont des clichés
parce que vraiment ça existe un petit peu, il y a un peu de réalité derrière. Par exemple, au Vietnam, je trouve que les gens sont beaucoup plus souriants, ils sont beaucoup plus accueillants, ils te disent bonjour, ils prennent le temps, etc. Alors qu'à Paris, c'est clairement pas le cas. Après, je pense que c'est propre à Paris. C'est vrai, ouais. Après, je connais pas du tout la France. Je connais juste Paris. Ouais. Je pense que dans d'autres villes françaises, tu peux avoir des gens un peu plus accueillants, un peu plus. Je pense que c'est le. Ouais. Parce que c'est vraiment l'une des choses, par exemple, que j'ai remarqué en arrivant en France en 2016, quand j'ai quitté les États-Unis. Et après, c'est parce que aussi c'est deux cultures extrêmement différentes, tu vois, que mes parents, pas mes parents, mais mes amis m'ont dit, Nyok, arrête de sourire aux gens dans le métro. C'est pas les French. Les gens, ils vont te prendre pour une meuf chelou. Genre, ils vont avoir peur de toi, tu vois. Genre, mais je souris juste, je fais salut, ça va, tu vois. Alors, parce qu'aux États-Unis, c'est très ça, c'est très hi, how are you, tu vois. Là, c'est juste, là, il n'y a rien, tu vois. Genre, tu dis même pas bonjour. Et genre, ça m'a trop fait un truc, tu vois, que tout le monde m'a fait la remarque, genre, oui, si tu veux vivre à Paris, il faut que t'arrêtes de dire coucou à tout le monde, tu vois, et de sourire aux gens dans le métro. Genre, c'est pas ok, tu vois. Je suis comme, ok, bon, après t'adaptes, tu vois, mais... Ouais. Et est-ce que parfois les gens te disent au contraire que tu es trop française? Parce que là, c'est un fait un peu américain, ce que tu dis là. Ouais. En fait, on me le dit quand je suis aux États-Unis. Ou quand je suis à Hanoï, tu vois. Mais pas en France. En France, je suis l'américaine, tu vois. Tout le monde me dit, Nyok, arrête de sourire, arrête de dire bonjour, arrête d'être trop poli, merci tout le temps. Ou même de typer, tu vois. C'était un truc qui est dans la culture américaine, mais pas ici. Laisser un pouvoir. Ouais. Et voilà, ouais. Et en quoi tu es française aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, quand je demande une carafe d'eau, tu peux pas, tu payes l'eau. Tu vois, mais en France, dès que tu vas sur une terrasse, on te sert tu peux avoir une carafe d'eau, tu vois. Donc à chaque fois quand je demande Can I have a carafe of water, please? Genre, no, tu payes pour ta bouteille, tu vois. Il y a ça qui est très français parce qu'au Vietnam non plus, ils vont pas te donner l'eau gratuitement, tu vois. Et puis quoi d'autre? Et puis au Vietnam, par exemple, quand je rentre ici, par exemple le matin, en France, je prends un petit déjeuner sucré, alors qu'au Vietnam, je prends un petit déjeuner salé. Et ça fait un moment que j'habite en France, du coup, et à chaque fois quand je rentre au Vietnam, ça me donne trop envie, à chaque fois, mais je dis juste à mes parents comme ça, tu vois, j'ai trop envie d'un croissant, tu vois. Ah, ça c'est très français. Oui, il me regarde, il me fait, Nyok, tu es vietnamienne, tu vas manger un pho comme tout le monde. Genre, ok. Et c'est très bon, j'adore les pho. Alors, dans ton livre, tu as aussi beaucoup de témoignages. Donc, tu as mené des interviews avec différentes personnes, des gens que tu connais, des gens que tu as rencontrés au fur et à mesure de tes recherches, en fait, dans l'écriture de ce bouquin. Est-ce qu'il y a un témoignage ou une interview qui t'a le plus ému que les autres? Oui. Donc il y a le témoignage qui est dans le livre d'ailleurs de Marco Garcia, qui était un camarade de classe. On était ensemble donc en CP jusqu'en CM2, donc pendant 4-5 ans. Et donc depuis son départ en CM2, donc il y a à peu près 20 ans, on ne s'est pas reparlé. Et l'année dernière, donc en écrivant le livre, je me suis dit, en fait, j'avais plusieurs potes qui me disaient, mais Nyok, il faut que tu contactes Marco, tu vois, parce qu'il doit avoir une histoire de dingue, parce que lui, il est fils d'expat, son père est diplomate, et donc du coup, il bougeait en fait à chaque fois, tous les 4-5 ans, dans un autre pays, tu vois. Et je l'ai contacté, j'étais très très surprise, qu'il m'a dit oui, let's go, tu vois, on va en parler de ses expériences. Et là, en fait, il m'a beaucoup partagé sur sa notion du temps. Tu vois, que tout était... que de un, il n'a pas du tout aimé ce mode de vie, tu vois, que ses parents ont un peu imposé sur lui, tu vois, le fait de devoir recommencer à nouveau tous les 4-5 ans. Parce que pour lui, il le voyait dès son très jeune âge que, en fait, toutes ses amitiés, toute sa vie dans un lieu avait une date de périmée. De péremption. De péremption, que ça se terminait, dès qu'il arrivait dans un endroit, il savait que dans 4 ans ou dans 5 ans, il va recommencer il va devoir faire ses valises, il va devoir dire au revoir à ses amis, il va devoir réintégrer une nouvelle école. Et j'imagine qu'à cet âge-là, quand tu es si jeune, ça te fait un impact
impact énorme, tu vois. Et donc jusqu'aujourd'hui même, il disait que, par exemple, c'est parce que je lui posais la question, oui, est-ce que pendant la Covid, là, est-ce que ça te gêne? Parce que toi, tu as tellement voyagé dans ta vie, il a vécu genre au Pérou, pardon, au Mexique, au Vietnam, en France, enfin un peu partout. Et justement, il me disait, bah non, en fait, ça me plaît, tu vois, parce que genre, ça lui manquait en fait le fait de pouvoir voyager. Mais s'il devait refaire, s'il avait le choix de vivre une vie expat versus une vie non expat, il pense qu'il prendra en fait le chemin de non expat, tu vois, parce qu'il trouvait qu'en fait dans sa vie il n'y avait pas de continuité et qu'à chaque fois quand il bougeait d'un endroit à un autre, c'est comme s'il recommençait à zéro à chaque fois. Ouais, et qu'il perdait en fait vraiment sa personnalité, son vécu d'avant, tu vois. Et je pense que vraiment c'était à cause de ça aussi qu'il n'a pas forcément gardé contact avec tous les autres personnes qui sont eux restées au Vietnam jusqu'à par exemple jusqu'à la terminale, tu vois. Donc c'était vraiment c'était très émouvant parce que je pense qu'en fait dans son histoire, j'espère que j'avais bien transcrit en tout cas, tu vois, dans le livre, qu'il avait vraiment eu du mal à surmonter ça, tu vois, alors que tous les gens autour de lui disaient Marco, tu es tellement privilégié d'avoir toutes ces expériences, de pouvoir parler tellement plusieurs langues différentes, etc. Mais pour lui, au final, il disait, bah, tu sais, toutes ces qualités, le fait de pouvoir s'adapter facilement à un nouvel environnement, la langue, la compréhension des cultures différentes, n'est qu'une richesse en fait pour les entreprises, tu vois. Mais pour lui, il pensait qu'en fait qu'il perdait à chaque fois un bout de lui et que là il ne veut plus refaire la même expérience, tu vois. Et voilà. Donc ça m'a beaucoup touchée cette histoire. Est-ce que toi tu perds un bout de toi à chaque fois que tu vas dans un autre pays? Oui. Ah, c'est sûr. Et je pense que c'est un sentiment en fait que j'ai toujours ressenti. Et d'ailleurs, est-ce que je peux le lire juste Oui. C'est la première, une quote. Comment tu dis ça, une citation. Une citation de mon livre préféré. Et c'est en anglais. Donc du coup, si tu veux le traduire après, parce que j'arriverai pas à le traduire. Mais en tout cas, c'est un livre d'une auteure iranienne. Elle s'appelle Azar Nafisi et ça vient du livre Reading Lolita in Tehran, a Memoir in Books. Et alors la quote c'est You get a strange feeling when you're about to leave a place. Like you'll not only miss the people you love, but you'll miss the person you are now at this time and this place because you'll never be this way ever again. Ouais. Et je pense que, si tu veux le traduire, parce que j'arriverai pas, mais... tu as cet étrange sentiment quand tu quittes en fait un endroit, c'est que non seulement les gens que tu quittes vont te manquer, mais tu vas aussi, la personne qui est à cet endroit-là va te manquer aussi, que tu es. Je pense qu'avec chaque voyage, oui, tu perds une partie de toi, tu vois. Tu gagnes quelque chose qui reste en toi, mais tu perds quand même, tu vois. Que, par exemple, là, en lisant juste cette phrase, tu vois, la personne que je suis actuellement, là, ici en France, je ne le serais pas au Vietnam, tu vois. Je vais être différente au Vietnam. Je ne pourrais pas me permettre de tout dire, ou je ne pourrais pas me permettre de faire certaines choses, tu vois, alors que c'est une partie de moi et que je perds. Et je pense que tout le monde, en fait, expérience un peu ça. Lorsque tu changes d'un pays à un autre, ou même juste d'une ville à une autre, tu vois, quand tu changes de vie, et bah ouais, tu changes toi aussi. Ouais, mais je pense que, tu vois, le fait de changer d'un environnement à un autre, tu changes géographiquement, mais tu peux changer aussi de milieu. C'est-à-dire que tu vois, genre tu peux être, tu vois, genre géographiquement dans la même ville, mais le fait de te reconvertir et de faire quelque chose qui a rien à voir avec ce que tu as fait avant en termes de métier, quelque part tu quittes aussi cette personne-là, tu vois. Genre
enfin moi je parle de mon expérience personnelle, mais en tout cas moi je travaillais dans tout ce qui était alcool, food and beverage et tout ça. Bon, c'était en Asie certes, mais c'était un milieu, c'était une industrie que j'ai quittée pour aujourd'hui me reconvertir dans les médias. Et c'est encore un autre monde. Donc en fait la Linda qui était dans ce monde-là avant et qui aujourd'hui dans ce monde-ci là n'est pas la même, comme la Linda qui était pendant le Covid et after Covid, c'est pas la même non plus. Donc en fait, je pense que cette phrase, c'est vraiment le fil rouge de toute ta vie, quoi. Enfin, quand tu retraces à chaque fois ce que tu étais il y a 3 mois, il y a 6 mois ou il y a 10 ans, ce sera jamais la même personne, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait qu'on évolue. Et... C'est sûr, ouais. Mais en tout cas, ton livre me touche énormément parce que même si on n'a pas la même vie, le même parcours, on sent que plus qu'un livre d'une personne qui va d'un pays à un autre, c'est un livre de quête identitaire en fait, de toi. Qu'est-ce que tu es devenu en tant que personne qui peut parler en fait à tout le monde, ce livre-là. D'ailleurs, ça fait presque 1 an que ton livre est sorti. Quelles ont été les retombées et les messages que tu as pu recevoir suite à sa publication? Alors j'ai reçu pas mal de messages des gens, enfin surtout des gens que je connaissais pas, que j'ai rencontrés en ligne. Beaucoup de personnes m'ont remercié en fait d'avoir écrit le livre, parce que en fait l'une des conclusions de ce livre que j'ai pu en tirer, c'était que au-delà en fait de ce déracinement que je ressens tous les jours, en fait il existe en fait réellement une tribu de ces personnes-là, tu vois, et du fait que peut-être que je ressens pas en fait le sentiment d'appartenance à un pays spécifique, mais à ces nouvelles personnes que je viens juste de rencontrer, et que même ceux à qui j'ai grandi, tu vois, qui partagent les mêmes sentiments que moi. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit merci d'avoir créé en fait une tribu, tu vois, ils appellent ça The Tribe, que je trouve très cool, une tribu de personnes qui sont qui voyagent, tu vois, qui n'appartiennent pas à une culture spécifique. J'ai aussi parlé en fait à pas mal de professeurs, donc l'un des professeurs qui m'ont contacté, c'est un professeur que j'avais avant HEC et qui m'a invitée comme intervenante du coup à sa classe de Diversity and Inclusion. Que je trouvais super cool parce que voilà, encore une fois on parlait d'identité, on parlait de cette question de where are you from, tu vois, qui peut être super gênante à beaucoup de personnes, et beaucoup de gens dans cette classe, en tout cas beaucoup d'étudiants dans cette classe m'ont partagé que oui, que eux aussi ils se sentaient gênés, tu vois, à chaque fois qu'ils recevaient cette question, et juste ça, tu vois, ça suffit pour moi en tout cas en tant qu'auteur, de me dire que en fait je suis pas toute seule, parce que toi aussi tu es gênée, on peut tous être gênés ensemble, et on va se poser d'autres questions, tu vois. Voilà. Quelle est la suite en fait pour ce livre? Je sais que tu as une traduction en vietnamien qui arrive. Oui. C'est trop bien, félicitations. Oui. Merci. Donc finalement j'ai trouvé une maison d'édition au Vietnam qui l'a traduit. Le livre en vietnamien, donc ça va être publié donc cette année en décembre en vietnamien. Donc je suis trop contente parce que mes parents vont finalement pouvoir le lire. Bravo. Donc ça c'est top, parce que donc du coup ils disent pas l'anglais. Et puis là actuellement je suis en train de chercher donc une maison d'édition en France pour le faire traduire également en langue française. Et je pense que c'est nécessaire, parce que je parle pas mal du système français et de mon enfance en tant que Française, on va dire. Donc voilà, je travaille sur ça actuellement, et voilà. Ok. Yes. Trop bien. On espère pouvoir avoir une version de ce livre en français du coup. Oui. Moi aussi. Et qu'est-ce que tu fais à côté, Ngamp, toi? Donc on a parlé de ton livre, on a parlé de ton parcours. Donc tu as été diplômée en 2018 de HEC. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc j'ai été diplômée en 2018, et puis donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans des startups françaises, et puis en mars là j'ai quitté mon boulot pour retourner au Vietnam et essayer de make it there, ils disent, de réintégrer dans cette société.
J'ai pas de plan concret pour l'instant. J'aimerais bien en fait écrire un deuxième livre. Ah ouais, ça va parler de quoi? Ouais, j'aimerais bien interviewer donc justement les weird culture parents, les parents de ces weird culture kids, quoi, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces décisions et ce qu'ils en pensent surtout de leur enfance. Ils peuvent vraiment en fait toujours avoir cette connexion avec les enfants, ou est-ce qu'ils sentent plutôt ils ont perdu, etc. Enfin, t'as plein de sentiments dedans. Donc j'aimerais bien en fait juste comprendre un peu leur vision aux parents. Et puis voilà. Okay. J'ai pas de plan concret, mais non, mais c'est cool. En tout cas, merci de nous partager tout ça. Moi, j'ai une question pour toi parce que voilà, Banh Mi, voilà, c'est un podcast et c'est un média que j'ai développé pendant les confinements, les différents confinements. Je ne pensais pas que j'allais un jour créer ce média et pour parler parler d'Asie et des identités asiatiques. Et il y a toujours cette interrogation qui me vient souvent, c'est quelle est la différence, quelle est l'identité qu'on peut assumer et affirmer quand tu es asiatique en France et asiatique ailleurs. Toi, tu l'as vécu en étant en vivant aux États-Unis et en vivant en France. Ouais. Est-ce que tu vois une différence de cette affirmation d'être asiatique en fait? Oui, je vois une énorme différence entre les deux pays. Et je pense que c'est encore une fois, c'est très lié au système dans les deux pays. Tu vois, donc par exemple aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle le multiculturalisme, je pense en français, multiculturalism, oui. Dans lequel tu peux être plusieurs choses à la fois. Tu vois. Donc les gens, à chaque fois quand tu rencontres quelqu'un d'asiatique, tu vois, aux États-Unis, qui est américain, et la personne va te dire Hi, I'm Vietnamese American, ou I'm Japanese American. En fait, tu as des identités hybrides, tu vois. Alors qu'en arrivant en France, c'est pas du tout le même système d'incorporation de personnes étrangères, tu vois. Donc c'est pas du tout le système de multiculturalisme, mais c'est le système d'assimilation où tu as un peu une liste de critères, si tu veux, d'être français. Et si tu es français, en tout cas moi j'ai l'impression, tu ne peux plus être autre chose. Tu vois, tu es soit française en tant que personne, soit soit non française. Tu vois, t'as pas cette identité hybride. Après, je pense qu'en France, par exemple, t'as plus ça se voit en fait plus dans le questionnement, tu vois. Ok, t'es française, mais de quelle origine, tu vois. Donc t'as souvent cette question, alors qu'aux États-Unis c'est vraiment genre tac, I'm Vietnamese American. Et les gens ils sont très fiers de ce mélange, tu vois. J'ai l'impression. Après c'est juste mon opinion. Oui, tu as vraiment cette fierté aux États-Unis de dire que en fait je suis américaine, mais américaine quelque chose, tu vois, et tu as le droit de dire ça. Alors qu'en France, j'ai pas ressenti ça en tout cas, tu vois, que c'est encouragé d'être plusieurs choses à la fois. Que tu as en fait, si tu veux, j'exagère je pense, mais un peu un formulaire avec les critères d'être française, et puis si tu as tické toutes les boxes, toutes les boîtes, c'est bon, t'es française, et puis c'est tout, tu vois. Et puis et que je ne trouve pas ça très empowering quand tu dis ça. Les gens disent, aujourd'hui, les gens, ils le disent empuissanté, mais je trouve que c'est trop bizarre comme mot, mais que ça te donne pas de la force, quoi. En fait, le fait de dire que, ouais, je vois. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, t'as des représentations multiculturelles qui sont déjà là depuis super longtemps, en tout cas en termes asiatiques. Tu vois, des youtubeurs qui ont lancé leur chaîne, tu vois, genre je parle des Wong Fu Brothers, je sais pas si tu les connais. Enfin, en fait, on voit vraiment des visages asiatiques qui sont voilà, dans les médias américains, voilà, des médias transverses, mais même aussi au cinéma, à la télé, des choses comme ça. Tandis qu'en France, tu me dis une série
ou un film avec des Asiatiques. Ouais, t'en as pas beaucoup, hein, Ouais. je pense. Ouais. Mais après, je pense aussi, c'est parce que, enfin, après ça, c'est juste mon interprétation, qu'aux États-Unis, tu as, en fait, et je veux pas, en fait, rentrer dans un débat politique, mais aux États-Unis, par exemple, tu peux parler, moi, en grandissant là-bas, tu vois, avec tous les tests, à chaque fois, avant de prendre un test, on va me demander, are you Asian, are you Latino, are you white, tu vois, et je cochais la case, et en fait, parce qu'ils ont les stats dessus, tu vois, par rapport à, par rapport à au mélange de la population. Okay? Alors qu'en arrivant en France, tu ne parles absolument pas de ça. Après, je comprends aussi que le mot race, par exemple en français, il n'a pas le même poids en anglais. Tu vois, parce qu'en anglais, on le parle tout le temps, quoi, tu vois. Et je pense qu'aux États-Unis, par exemple, tu as ces instruments-là pour te défendre en tant que minorité. Tu vois, tu peux te dire que statistiquement, on est X% de la population, on aimerait voir X% de représentation. C'est un argument, tu vois. Alors qu'en France, tu n'as pas ça du tout. Donc, je pense que ça s'explique, l'un explique l'autre aussi, tu vois, que c'est peut-être pour ça que tu peux pas dire que t'es pas représenté parce que t'as pas de stats pour te prouver ça, tu vois. Ouais, je sais aussi qu'aux États-Unis, par exemple, dans tout ce qui est médias, etc., t'as quand même des quotas et t'as vraiment en fait cette solidarité entre les Asiatiques. Ouais. Tu vois, de se dire, ok, genre, je te soutiens, même si tu parles de bouffe qui m'intéresse pas, je vais te soutenir quand même parce que voilà, tu vois, que je vois pas forcément ici en France. Ouais. Mais peut-être parce que je suis pas aussi involved, tu vois, engagée et voilà. Ok. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Ngamp, est-ce que tu manges des banh mi ? Oui, j'adore ça. Ouais. Quel genre de banh mi tu manges ? Alors, ce que je mets dedans ? Ouais. Alors, je mets beaucoup de pâté, beurre, zour, peut-être avec un accent. C'est quoi ? C'est du porc séché qui est... Oui. Comment t'appelles ça ? Je connaissais pas ce mot en vietnamien, mais parce que moi, mon vietnamien, il est nul. Mais même pour Zoom, c'est trop et le cha zang, qui est trop bon aussi. Ouais, donc je mets un peu de tout dedans. Ok. Yes. Est-ce que t'as un plat qui représente vraiment ce qui te fait plaisir, ce qui vraiment, tu vois, genre, tu sais que t'as ce plat-là et c'est vraiment ton comfort food. J'ai ça, mais c'est pas la soupe russe du coup. Non, pas du tout. Alors là, non. C'est le bún chả à Hanoï. Tu connais? Est-ce que tu peux expliquer ? C'est le bún chả, t'as le bún, les vermicelles, avec le cha. C'est du porc en fait, mais qui est le barbecue. Qui est grillé au barbecue. Ouais, grillé au barbecue, mais vraiment à la, comment tu dis, le tan, c'est au charbon. Ouais, au charbon. Tu peux pas le faire au four. Non, ouais, c'est vraiment grillé au charbon, tu vois. Et c'est trop bon. Et avec la sauce du poisson. Ouais. Et voilà, je mange souvent ça à la maison. À chaque fois que je rentre, en fait, ma mère elle me fait ça. D'accord. Et est-ce que tu as une dernière découverte asiatique dont que tu voudrais partager avec nous, qu'elle soit cinéma, livre, musique, peu importe, cuisine? Oui, en fait, asiatique, il y a un élément asiatique dedans. Je sais pas si tu as vu la mini-série récente avec Sandra Oh. Sur Netflix. The Chair, ouais. Donc je l'ai regardé là il y a 2-3 jours. Qu'est-ce que tu as aimé ? Et j'ai adoré en fait le thème. Je pensais que c'était super intéressant parce que aussi Sandra Oh, donc du coup elle est directrice d'un département de littérature dans une fac super prestigieuse aux États-Unis. Donc je vois un peu l'environnement, tu vois. Et donc du coup elle se pose beaucoup de questions, tu vois, genre sur son identité, elle en tant que américaine, coréenne, et qui est directrice de ce département de littérature qui est majoritairement donc blanc et homme et âgé. Et j'ai trouvé ça trop cool. Trop cool de voir en fait, de se dire que on est représenté, tu vois, et que éventuellement un jour ça pourrait se passer. Est-ce qu'il y a une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode ? Une musique que tu écoutes souvent en ce moment, que tu voudrais partager ? Alors en ce moment, j'ai découvert une chanson dans une série espagnole, Valeria, je sais pas si tu regardes, je vais arrêter avec les séries. Mais c'est une chanson française qui s'appelle Coquelicot.
Ok. Ouais, Et qui c'est qui chante ça? Je sais pas. Ok. Mais c'est trop beau. Bon, on va aller chercher ça. Yes. Ok, bah écoute, Nantes, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, d'être passée sur Banni Podcast. Ça fait presque un an qu'on se... Enfin, ça fait depuis, on va dire, décembre 2020. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait qu'on se fasse un épisode. Yes, ça s'est pas fait sur la saison 1, ça se fait sur la saison 2. Et je suis ravie déjà de t'avoir rencontré. Parce que je trouve que tu as plein de bonnes choses à transmettre et à partager sur ce livre qui ne parle pas que de culture, mais qui parle aussi d'identité, de savoir qui on est, comment on se sent dans la société et quel le regard qu'on a sur nous et les gens qui ont sur nous et tout, etc. Et je trouve que c'est vraiment touchant et c'est drôle aussi. Donc j'espère vite que tu trouveras une maison d'édition française qui pourra donc éditer ton livre en français et donc le publier en 2022, j'espère. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour le Vietnam, pour tes nouvelles aventures et merci encore d'être passée sur Banni Podcast. Merci Linda de me recevoir sur ton podcast. Tu sais que je suis une grande fan du Banni Podcast, donc merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banni Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook banni.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banni Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez et pour vos bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banni Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée.